exactement pourquoi la raison d'être de ce site-là. D'un côté, on a les votes. Je pourrais vous expliquer un peu plus tard à quoi ça sert. Mais l'appel grand public, c'est l'encouragement à ne pas se fier à une seule IA, comparer plusieurs IA à l'aveugle, évaluer leurs réponses et ensuite en apprendre plus artificielle-là. Et donc, si on commence à discuter là-dessus, vous voyez, il n'y a pas de création de compte, tout est complètement anonyme. On nous ouvre un onglet assez classique de chat, comme on pourrait l'avoir sur ChatGPT, sur Copilot, sur Claude, et bien d'autres intelligences artificielles génératives conversationnelles. Et donc, Paria, c'est aussi un comparateur d'IA conversationnel. Là, on va pouvoir poser une première question, par exemple. Donc là, on va le faire un peu en mode pas trop interactif. Ensuite, on pourra rentrer un peu plus dans le jeu avec des choses plus interactives. Donc, on va pouvoir demander c'est quoi la menu. Ça, c'est une question que je m'étais posée en explorant un peu les acteurs de ce système de médiation numérique, à voir si les modèles d'IA pourront y répondre. Donc là, j'ai plusieurs méthodes de sélection. Soit je pars sur un mode aléatoire, où j'aurai 2 modèles piochés au hasard. Soit je peux sélectionner manuellement parmi une trentaine, même presque une quarantaine de modèles. Soit je peux choisir que des modèles frugaux, soit un grand modèle contre un petit modèle, soit des modèles de raisonnement. Plein de manières de comparer. On pourra les parcourir un peu plus en détail par la suite. Là, on va sélectionner le mode aléatoire et envoyer la question. Si tout va bien, et a priori tout devrait bien se passer, ma connexion Internet ne devrait pas me... Ah, j'ai une petite erreur temporaire, une seconde, désolé. On est en train de mettre à jour la plateforme, peut-être c'est pour ça. Toujours les effets démo, toujours les bugs au moment de la production. On va remettre cette question-là. Bon, au pire, je vais pouvoir vous montrer une petite vidéo de comment c'est censé fonctionner. Là, pour l'instant, je vais j'arrive. On va voir si on arrive à la résoudre. Peut-être en sélectionnant un mode. Toujours pas, j'ai l'impression. Alors, on va parcourir dans ce cas-là notre rapide présentation. Et là, j'ai une petite illustration de comment c'est censé fonctionner. Vraiment, toutes mes excuses, parce qu'en ce moment, on est en train de mettre à jour la plateforme. Je crois que c'est pour ça que ça ne fonctionne pas temporairement. C'est vraiment le mauvais timing. C'est les joies du direct. Exactement. Et donc là, juste pour montrer un peu comment ça fonctionne, on pose une question sur Comparia. On peut cliquer sur Envoyer en sélectionnant un mode ou pas. Ensuite, on a 2 modèles qui nous répondent l'un après l'autre. Et puis, on peut les évaluer. Donc, on peut discuter, par exemple, avec un public de pourquoi vous avez aimé tel modèle ou tel modèle. Enfin, comme vous le voyez juste ici, on a la quantité de paramètres du modèle, mais aussi l'empreinte environnementale de ces modèles-là. Donc, on a ces 4 étapes-là. Vous posez une question, ensuite 2 modèles anonymes y répondent. Ensuite, on évalue ensemble les réponses à l'aveugle et l'identité des modèles est enfin révélée. Donc ça, c'est le fonctionnement de Comparia de base. Ça fonctionne comme ça. Et donc, ça, on le fait pour 2 raisons principales. Une qui est pour former et sensibiliser. Donc, je pourrais vous montrer un peu plus sur tous les ressources facilitateurs que nous avons créés à cet égard-là. Mais Comparia est aussi un outil assez autonome et autoporteur, dans le sens où les utilisateurs qui l'utilisent apprennent un peu plus sur les IA génératives conversationnelles assez rapidement. Et puis, on a une deuxième partie qui est par rapport à l'observation des usages pour améliorer les IA conversationnelles en français. Ça, je pourrais vous en dire un peu plus aussi, peut-être un peu plus tard. Pour ce qui est formation et sensibilisation, on a 3 sujets principaux. Pluralisme des modèles, donc dire que on n'est pas seulement, on parle pas seulement de ChatGPT quand on parle d'IA générative, il y a plein d'autres modèles d'IA. On a les biais culturels et linguistiques, donc quand on compare 2 IA génératives,
On peut commencer à avoir des biais émergés. On voit que les IA sont probabilistes, mais que les probabilités sont différentes selon l'IA qu'on sélectionne. Et donc là-dessus, selon les données d'entraînement, et puis y avoir des biais. Et puis l'impact environnemental, ça c'est un peu la partie qui était un peu en extra quand nous avons conçu le produit, mais qui au final est devenu vraiment un des sujets centraux du produit. Donc, essayer de révéler les effets écologiques de l'IA, montrer l'impact environnemental en termes d'électricité consommée notamment, parce que pour tout ce qui est eau, c'est beaucoup plus difficile à estimer. Et donc, par rapport à l'impact environnemental, à la fin de chaque discussion, nous avons une petite fenêtre comme ça, un petit onglet, qui montre par exemple que pour cette longueur de texte-là, le modèle est estimé d'avoir consommé, disons, 32 Wh. Et donc ça permet aussi de montrer que même si deux modèles répondent d'une manière assez similaire, il peut y en avoir un qui répond, qui émet très peu et un autre qui émet beaucoup plus. Bien sûr, modulo tout ce qui est mix énergétique. Là, pour le coup, on prend un mix énergétique un peu moyen mondial parce que la plupart des serveurs, en plus, sont situés soit aux États-Unis, soit en Chine pour certains modèles chinois. Et donc, l'électricité est très souvent complètement décarbonée, comme ça pourrait l'être pour certains data centers en France. Donc, on essaie aussi d'expliquer cette nuance-là. Et donc, pour s'intéresser à cet impact environnemental, d'habitude, quand la plateforme fonctionne, nous avons créé une petite extension. Une petite extension qui est là pour le facilitateur, qui peut s'installer assez facilement, qui de base n'est pas là sur la plateforme, mais si on veut l'installer, c'est assez facile. Je pourrais vous envoyer toutes les informations. Et là-dessus, on a plusieurs sections. Donc, on a une première section qui permet de débloquer la première partie de l'atelier qu'on appelle les duels de l'IA. Donc, la première partie qui est définissons ensemble une persona, un cas d'usage pour laquelle on aimerait bien poser la question. Donc, parmi ces personas-là, on a Ryan, Camille, différentes professions, différents rôles. Et au sein de ces différents rôles, nous avons des suggestions de prompts. Ça, on l'a créé notamment parce que quand on était face à divers publics, on n'avait pas beaucoup de temps avec ces publics-là, c'était toujours un peu long de co-construire un prompt ensemble. Et en plus, ce n'est pas forcément l'objet principal de Comparia. Comparia est là plus pour apporter un regard critique sur les modèles, même si, bien sûr, ça peut être assez utile aussi pour apprendre à bien prompter. Et donc là, ce qu'on propose aux facilitateurs qui voudraient utiliser cette extension, ce format-là, c'est qu'on peut copier, on peut coller le prompt. Ensuite, une fois que le prompt est envoyé et on choisit David contre Goliath, parce qu'on voudrait opposer un petit modèle contre un grand modèle, c'est généralement là qu'il y a les expériences un peu les plus intéressantes, on peut commencer à étudier tous ensemble les réponses qui apparaissent. Je vais tenter la chance. Est-ce que ça fonctionne par hasard? Non, toujours pas. Bon. Puis, une fois que ça c'est fait, on comparera qualitativement les deux réponses qui apparaissent. Peut-être je peux trouver une petite source sur les bases de la NCT. Là-dessus, j'avais quelques aperçus, quelques photos qui permettent d'illustrer un tout petit peu ce que j'ai en tête. Donc voilà, une fois que la question est posée, on peut commencer à étudier. Le modèle A a répondu telle chose, le modèle B a répondu à quelque chose d'autre. Et c'est là qu'on commence la discussion vraiment sur l'utilité des réponses, la qualité des réponses, tout en sachant qu'il y en a un modèle qui est petit, un modèle qui est grand. D'habitude, on ne le sent même pas trop. On ne sait même pas trop lequel a été lequel, même s'il peut y avoir une différence de centaines de milliards entre les deux. Une fois que cette évaluation purement qualitative est faite, une fois que les réponses sont lues, et avec le public, on vote pour la réponse préférée, on passe à la révélation de vote à des modèles. Et là, on voit les impacts environnementaux de ces modèles-là. Donc là, par exemple, vous avez sûrement entendu parler des modèles de DeepSeek, l'entreprise chinoise qui est un peu sortie de nulle part avec des modèles exceptionnellement puissants. Et de l'autre côté, Mistral, l'entreprise française, le champion français de création de modèles d'IA générative de fondation et conversationnelle. Et donc là, on voit qu'entre deux modèles, on a un impact qui est très, très, très différent. Donc sur cette partie-là,
nous essayons de sensibiliser à cette différence d'impact pour une qualité de réponse qui est assez généralement assez faible, la différence qui est assez faible. Et donc, pour aller un peu plus loin, on peut commencer à creuser dans les ressources. Donc, dans cette extension, par exemple, nous avons des ressources comme c'est quoi la taille d'un modèle? Ça, c'est une question qui est assez récurrente. Qu'est-ce que le 70B que nous voyons à côté de ce nom de modèle-là, ou qu'est-ce que le 671 milliards de paramètres que nous voyons juste ici. Et donc, pour pouvoir expliquer tout ça en tant que facilitateur, nous avons créé plusieurs supports qui comparent les différentes tailles de différents modèles, les grands modèles, les très petits modèles. On explique aussi pour les utilisateurs les plus avancés qu'il y a ce qu'on appelle la distillation qui permet de passer d'un très grand modèle à un très petit modèle. Et donc, généralement, les modèles se présentent en famille, où il y a à chaque fois un petit modèle et un grand modèle. Et donc, on a créé plein de ressources pédagogiques comme ça. On les alimente progressivement. Là, on vient de sortir la première version de cet atelier hier avec de nouvelles ressources pédagogiques comme sur comment calculer l'impact de l'IA. Et donc, ça, c'est parce que pour ces premiers duels de l'IA, on se concentre vraiment sur ce sujet d'impact environnemental, sur comment est-ce qu'il est calculé, sur est-ce qu'il est vraiment si énorme que ça. Voilà, essayer de rajouter un peu de réflexion à tout ça, lancer le débat. Et pour ça, donc, on a aussi des cartes débat que vous pouvez utiliser si la discussion ne prend pas forcément. Et au final, la question centrale, c'est le jeu en vaut-il la chandelle? Est-ce que pour demander une recette de pâtes, est-ce qu'on a vraiment besoin d'interroger un modèle à 600 milliards de paramètres qui consomme autant qu'une ampoule LED allumée pendant 24 heures? Pas certain. Et donc, c'est un peu à cette conclusion-là qu'on invite les participants. Mais par exemple, nous avions quelques publics, par exemple des lycéens qui ont dit, peu importe combien ça consomme, je ne suis pas prêt à sacrifier de la qualité, notamment si c'est de la qualité sacrifiée sur mon apprentissage ou sur mes rendus, mes devoirs, etc. Donc, on a plein de positions possibles là-dessus. On pourrait retrouver un type similaire d'attitude, peut-être en entreprise aussi, où la performance est vraiment recherchée. Mais donc, à chaque fois, on essaye de remettre en perspective, d'un côté, les usages, de l'autre côté, impact environnemental. Donc, en tant qu'équipe Comparia, on essaye d'utiliser l'outil Comparia pour sensibiliser à cet égard. Et donc, cet outil, on l'a construit en tant qu'outil autoporteur. Le format des duels de l'IA, on l'a aussi construit un peu en mode autoporteur. Donc, pour ça, nous avons lancé un petit appel à facilitateurs pour les duels de l'IA qui se fait via ce formulaire. Donc, n'importe qui peut devenir facilitateur des duels de l'IA. Une fois que vous remplissez ce formulaire, nous vous envoyons automatiquement trois ressources principales. Donc, la première ressource étant l'extension qui permet d'accéder à toutes ces ressources pédagogiques que nous avons vues juste ici et pouvoir soit l'utiliser, soit ne pas l'utiliser. Voilà, mais au moins, c'est toujours là. Ensuite, avoir accès à un guide facilitateur. Le guide facilitateur, je le trouvais très rapidement sur notre espace de l'équipe. Il est juste ici, c'est un site web, c'est une petite page que nous avons créée. Et donc là, ça permet vraiment d'expliquer le déroulé de l'atelier, qu'est-ce qu'on recommande comme sélection de modèles, comment introduire les différents prompts, comment voter pour la meilleure réponse, comment un peu guider la discussion pour arriver à la réponse préférée des utilisateurs, comment organiser le vote, quelles ressources pédagogiques nous avons, et ensuite une partie sur les retours participants aussi. Et aussi toutes les ressources pédagogiques que j'ai mentionnées, elles sont aussi disponibles juste ici, avec juste des simples liens vers notre repositoire GitHub qui permettent de les explorer même indépendamment sans animer un duel de l'IA ou sans avoir à utiliser l'extension. Et donc, toutes les ressources pédagogiques sont vraiment là-dessus. Certaines sont même illustrées de quelques vidéos.
Et à la fin, quelque chose sur quoi on a mis beaucoup d'attention, notamment parce qu'on voulait que ce soit réutilisable par plein de facilitateurs qui ne sont pas forcément très familiers avec toutes les nouvelles terminologies des modèles d'IA générative. Et donc, si on veut vraiment aller très très loin, là, on a un peu un glossaire qui explique toutes les terminologies. On essaie d'être assez accessible là-dessus. Et donc, on explique, par exemple, ce que c'est l'entraînement, le pré-entraînement, à quel moment une IA, ça consomme le plus, à quel moment ça consomme un peu moins, c'est quoi l'inférence, c'est quoi les différentes architectures de modèles qui existent. Ça, c'est pas forcément nécessaire à savoir pour animer un atelier duel de l'IA, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez aller vraiment très loin avec votre public, voilà, le contenu est là. Et honnêtement, les discussions les plus intéressantes que nous avons eues tout au long du projet Comparia, c'était vraiment en essayant de faciliter ces ateliers duel de l'IA sur l'impact environnemental, en essayant d'expliquer et répondre aux questions sur voilà, pourquoi tel modèle consomme plus qu'un autre, pourquoi un modèle consomme de l'électricité ou de l'eau tout court, sujets qui ne sont pas forcément évidents et même pour les personnes tech. Et donc, on a voulu simplifier toute cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment par rapport à la partie duel de l'IA sur Comparia. Donc sur la plateforme, il n'y a vraiment rien à faire à part installer l'extension, lire un peu les contenus pédagogiques et essayer de se familiariser un tout petit peu plus avec le format, peut-être la liste des modèles aussi, qui est une ressource sur laquelle on a investi beaucoup de temps. Et ensuite, vous pouvez animer l'atelier duel de l'IA. Pour revenir un peu plus sur du coup ces descriptions de modèles, sur cette liste de modèles, c'est une ressource que du coup on a mis à jour la semaine dernière, mais c'est tout un travail cet été pour essayer de recenser que des informations factuelles sur déjà 35 modèles, 34 modèles, mais bientôt on aura une quinzaine de modèles qui ont été déjà archivés parce que même s'ils datent de 2024, ils commencent à être un peu périmés dans le monde de l'IA, donc on les a sortis de l'arène mais on gardera quand même une trace d'eux sur la plateforme. Et donc, à l'intérieur de chacune de ces descriptions-là, nous pouvons voir plein de détails sur ces modèles. Donc là, par exemple, si je vais sur un nouveau modèle hyper intéressant de Google qui s'appelle GMAT 3N4B, donc c'est un modèle, comme on l'a vu, de 4 milliards de paramètres et de la série 3 de GMAT, donc les modèles semi-ouverts de Google. Donc ça veut dire qu'ils publient les poids du modèle. Et là-dessus, on a une description un peu accessible en première ligne, mais après, on essaye d'aller beaucoup plus loin, notamment, par exemple, sur l'architecture technique de ce modèle, comment ça a été entraîné, quels sont un peu ses points différenciants, parce qu'il y a tellement de modèles qui sortent, c'est intéressant de voir en quoi chacun est différent, en expliquant aussi c'est quoi la taille de ce modèle et voilà, sur quel type d'ordinateur ça peut fonctionner. Et aussi, par rapport aux conditions d'utilisation, ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup améliorer ces prochains mois. On essaye de dire que voilà, ça, c'est un modèle qui est semi-ouvert. Donc, on a la possibilité de réutiliser les sorties, on a la possibilité de l'auto-héberger. Et donc, la licence, elle nous permet de faire beaucoup plus de choses. Et donc, on a fait pareil pour tous les modèles. Il y a les modèles vraiment les plus modernes. GPT-5, on l'ajoute très bientôt, mais on a par exemple les modèles ouverts ou de raisonnement d'OpenAI aussi, qui sont en tête de tous les classements, mais nous avons aussi des modèles un peu plus niches, comme par exemple Kimi 2, qui est un modèle à 1000 milliards de paramètres, donc un des plus grands modèles qui existent, mais qui est par exemple extrêmement performant en code. Donc on veut aussi avoir ce genre de modèle un peu particulier, un peu intéressant à partager avec nos publics. Donc si ça, c'est une ressource qui vous intéresse, cette partie liste de modèles, vous l'avez sur Comparia dans la section liste modèles. N'hésitez pas aussi à nous partager vos retours. Si vous voyez un modèle qui manque, n'hésitez pas à nous le partager aussi, mais on l'ajoutera avec plaisir. Et donc ça, c'est un peu la partie grand public de Comparia. Pour aller dans la partie un peu secondaire de Comparia, mais qui a inspiré la création
du projet, c'est tout ce qui est l'observation des usages et l'amélioration des IA conversationnelles en français. Donc, grâce à Comparia, toutes les questions qui sont recensées, tous les votes qui sont recensés, ils sont ensuite publiés en open source sur 2 sites. Donc, il y a datagouv.fr après une anonymisation et sur Hugging Face, qui est un peu le GitHub, le dépôt de code ou de données ou de modèles à l'époque de l'IA, pour les modèles d'IA, pour les sujets d'IA. Et donc, on ouvre toutes ces données-là pour, d'un côté, pouvoir observer les usages. Donc, on a par exemple fait une étude avec une entreprise qui s'appelle Bunka, où des chercheurs se sont intéressés vraiment à pourquoi les personnes utilisent les IA conversationnelles, pourquoi les Français utilisent les IA conversationnelles. Et donc, à partir de ça, on a pu vraiment faire une analyse assez profonde de voilà, tant de pourcents des utilisateurs l'ont utilisé pour poser des questions sur la santé. Une autre partie de la population a posé des questions pour apprendre d'autres choses. Encore une troisième partie plus sur des sujets de code. Donc voilà, il y a cette partie analyse des usages qui est extrêmement importante pour nous. Et donc, on a fait une cartographie, par exemple, de tous les thèmes qui sont évoqués, comment ils évoluent au cours du temps. Et donc, Comparia, c'est un peu un observatoire de tous ces aspects-là. Mais en plus, on est parti un peu, au moment de la création du projet, d'une problématique qui était qu'il n'y a pas assez de données de données français pour entraîner de très bons modèles de langage en français. Donc, la majorité des modèles de langage qu'on a, les ChatGPT de ce monde, les GPT-5, les Claude, etc., une infime partie de leurs données d'entraînement, donc de leur entrée, sont en français. Le français sur Internet, c'est plus ou moins 4 ou 5% d'Internet, de tout le texte existant sur Internet. Dans les modèles de langage qui restent quand même assez modernes, donc on parle de Llama 2, le pourcent de français était plus autour de 0,2%. Donc on voit une énorme sous-représentation de la langue. Et donc en tant que ministère de la Culture, le rôle, c'est aussi de défendre la francophonie. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi proposer ces jeux de données, ou ouvrir ces jeux de données, pour que des acteurs français, mais aussi d'autres éditeurs de modèles à travers le monde, puissent développer une meilleure intelligence artificielle en français pour qu'elle soit moins biaisée euh, sur des sujets en termes de voilà, des biais anglo-saxons, culturels, linguistiques, etc., pour que ça utilise bien les bons tirets en français, ou pour que quand ça parle de questions juridiques, ça se réfère pas au droit américain ou aux notions de droit américain, mais plus aux notions de droit voilà, même françaises ou même européennes, avec le passage à l'échelle de Comparia à l'échelle européenne. Et très bientôt aussi, nous allons sortir un classement des modèles d'IA conversationnels. Donc là, pour l'instant, on ne l'a pas fait parce qu'on était au début du projet, on attendait d'avoir assez de données. Là, avec 150 000 votes, assez naturellement, on peut commencer à voir lesquels des modèles sont les plus performants, lesquels sont les plus appréciés, lesquels consomment le plus d'énergie aussi. Et donc tout ça, on va le sortir en plus ou moins en octobre sous forme de classement, donc un tableau des meilleurs modèles du moment qui va être mis à jour tous les 2-3 semaines avec des données ouvertes, donc mesurables, vérifiables, et qui se basent sur non pas des mesures américaines ou en anglais, mais sur vraiment les préférences des utilisateurs français. Donc ça, c'est un peu le deuxième objectif de Comparia, qui est d'observer les usages et améliorer les IA conversationnelles en français. Donc voilà, on a deux parties du projet: former, sensibiliser, observer les usages et améliorer les IA en français. Pour la première partie, sur laquelle on a passé un peu plus de temps, donc nous lançons actuellement ce nouveau format de médiation qui s'appelle les duels de l'IA. On l'a déjà testé avec des centaines de personnes à travers plein d'expériences différentes, en présentiel, à distance, en hybride même. Ça a plutôt bien fonctionné. C'est la troisième, quatrième itération de ce projet-là. Et donc là, on est assez heureux de pouvoir le lancer. Donc là, je vais prendre le lien de ce formulaire d'inscription. Si vous êtes intéressé pour recevoir toutes les informations nécessaires pour faciliter un duel de l'IA sur le sujet d'impact environnemental, n'hésitez pas à vous inscrire. Comme ça, on
pourra vous envoyer toutes les informations. Et aussi, n'hésitez pas à nous proposer de nouveaux sujets qui vous intéressent. Par exemple, on réfléchissait à faire des duels de l'IA spécifiquement sur les sujets des biais linguistiques et culturels ou encore sur des sujets tels que la souveraineté, donc stockage de données, voilà, la vie privée en général et comment on la protège à cet âge de l'IA. Voilà pour la présentation générale de Comparia. Encore, excusez-moi pour la démo qui ne fonctionnait pas. J'essaierai de la réparer assez rapidement pour que je puisse vous montrer une démonstration d'ici la fin de ce webinaire-là. Mais peut-être que nous pouvons passer à quelques questions. Et d'ailleurs, j'en vois une. Combien de temps pour recevoir une réponse suite à une inscription? Alors, il y a un script qui tourne toutes les heures. Donc, généralement, une fois toutes les heures, on envoie les mails pour confirmer les inscriptions et envoyer toutes les ressources pédagogiques. Et je pourrais l'activer juste après cet atelier-là pour que vous le receviez directement. Voilà. Trop bien, merci beaucoup Simon, c'était hyper intéressant et vous avez vachement bossé cet été, donc bravo pour ça. Il y avait pas mal de questions et de remarques sur la fiabilité des informations des IA et une question notamment dans le chat sur, à l'heure actuelle, même si on sait que ça évolue quand même pas mal, quelle est la meilleure IA générative, celle qui est la plus fiable? Celle qui est la plus fiable. Alors ça, comme mesure, c'est assez compliqué à définir. Je vais essayer de vous ouvrir un peu nos tableaux de bord internes pour vous montrer comment nous, on voit le classement et les préférences des utilisateurs. Et comme ça, on peut voir tout ça ensemble si ça vous intéresse. Donc, on va aller là-dessus. Et donc là, on a un classement qui apparaît. Ça, c'est vraiment un classement interne que nous utilisons juste pour suivre un peu la progression des modèles, mais aussi pour suivre les retours que nous avons de la part des utilisateurs sur les différentes IA. Par rapport à l'aspect, est-ce que c'est correct, pas correct, etc. Est-ce que les informations sont correctes? Nous avons un tag spécifique à ça, une note spécifique à ça qui s'appelle incorrect. Donc, les utilisateurs peuvent marquer une réponse comme incorrecte. Vous voyez là maintenant souligner toutes les... Attends, Simon, on voit plus ton écran, excuse-moi. Je le repartage, désolé. Hop, nickel. Là, ça devrait être bon. Et donc là, si je surligne incorrect, vous voyez un peu la distribution des réponses incorrectes. C'est un tout petit peu technique et pas très accessible pour l'instant. On va essayer de le rendre beaucoup plus accessible quand on sortira le classement officiel sur notre site web. Mais déjà là, vous pouvez voir qu'il y a certains modèles qui ont plus de propension à halluciner que d'autres. Donc on voit notamment certains petits modèles, même s'ils performent relativement bien, disons un GMA3 4B, la proportion de réponses incorrectes est quand même assez élevée. On peut aussi retrouver certains des modèles de raisonnement qui tentent des fois à se perdre dans leur raisonnement et donc produire quelques hallucinations malgré le fait que généralement pour des tâches un peu mathématiques ou de code, c'est des modèles qui restent globalement un peu assez intéressants. Donc voilà, on a ce petit classement-là. On voit par exemple que les modèles Gemini ont produit très peu de réponses incorrectes, ou au moins les utilisateurs ont signalé qu'il y avait très peu de réponses incorrectes, malgré le fait qu'il a déjà été testé plus de 2000 fois. Un nouveau modèle qui vient de sortir assez récemment, qui s'appelle GLM 4.5, beaucoup utilisé pour le code, pour les maths, etc. On voit aussi qu'il est assez performant là-dessus. Donc, je pense que je pourrais vous en dire un peu plus dès qu'on sortira le classement définitif, beaucoup plus accessible, dans une plus belle interface, avec plus de mise en valeur de ces différents aspects-là. Mais comme vous le voyez, effectivement, il y a des fluctuations entre les différents modèles. Certains hallucinent plus que d'autres. Mais généralement, on voit que les modèles qui ne sont pas des modèles de raisonnement et des modèles qui produisent généralement des réponses un peu courtes sont ceux pour lesquels on marque que ils sont les plus corrects ou au moins les moins incorrects. Donc voilà, longue réponse à cette question, désolé. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Je vois une question. Comparia, on est d'accord qu'on utilise l'énergie cumulée de 2 IA. Effectivement, on utilise l'énergie cumulée de 2 IA. Ce qu'on dit, c'est que l'outil n'est
n'a pas vocation à être utilisé tous les jours par les citoyens, par tout le monde. C'est un outil qui permet d'explorer les IA, se rendre compte aussi de cette consommation énergétique. Et donc, pour l'enseignement, pour la formation, pour développer un esprit critique autour de cette consommation énergétique, nous faisons effectivement tourner 2 IA différentes 2 fois, et donc ça consomme 2 fois plus. Néanmoins, notre souhait, et un peu ce qu'on voit aussi empiriquement, c'est que les personnes utilisent l'IA beaucoup plus consciemment une fois qu'ils ont vu l'impact environnemental sur Comparia. Et donc, on espère que ça a au fond un impact positif. Voilà. Et une autre question, merci beaucoup pour cette réponse. Et tu parlais d'impact environnemental. Une personne demandait aussi quid du coup des humains qui analysent les quantités de données derrière, enfin voilà, qui entraînent les IA. Est-ce qu'il y a vocation à avoir aussi cette donnée-là dans le rapport ou pas du tout? Sur combien de personnes ont participé à l'entraînement et à la notation de données, par exemple? Oui, par exemple, à ceux qui sont, enfin, il y a pas mal d'informations sur justement le travail un peu caché de ces personnes qui sont là pour entraîner les IA, qui voient des informations ou des vidéos assez horribles de manière quotidienne pour les analyser. Est-ce que ça joue aussi dedans? Alors, pour le coup, c'est des informations qui sont les entreprises qui développent des systèmes d'IA sont très peu transparentes là-dessus, et donc il y aurait, ça serait très difficile d'essayer de quantifier le recours à ce genre de prestations qui sont très souvent, comme vous le dites, dans des conditions pas idéales. Et donc, on ne peut pas rajouter cette information-là parce que pour le coup, vraiment, on pourrait pas avoir une objectivité totale dessus. Et en plus, on n'a pas beaucoup d'informations dessus, à part les articles qui sortent ou quelques données, peut-être des entreprises comme Scale AI qui facilitent le recours à ce genre de travail. Mais si jamais on trouve une mesure pour le faire, pourquoi pas? On essaie de plus en plus d'ajouter des informations pertinentes sur les modèles d'IA, un peu sous forme de tags que vous avez vu dans les descriptions de modèles. Donc là, par exemple, on travaille sur la simplicité et la facilité de compréhension des politiques de confidentialité et des conditions d'utilisation de tous ces services d'IA. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille, qui est très difficilement quantifiable, mais on essaie avec des méthodologies existantes de le faire petit à petit. Si un jour on arrive à faire un indice pour le recours au travail humain pour l'entraînement des IA dans des conditions pas idéales, on pourra peut-être ajouter ça, mais en ce moment, c'est assez dur à estimer, et surtout, c'est assez dur d'avoir cette information pour tous les modèles. Ok, super clair, merci beaucoup. Il y avait une question aussi sur justement le rapport de Comparia avec la francophonie, le développement de la langue française, etc. Donc du coup, il y avait 2 questions, mais que je vais regrouper un peu. La première, c'était du coup, vu que Comparia est vraiment dédié à justement le développement de la langue française, etc. Est-ce que du coup, ça n'a pas vocation à faire des comparaisons d'IA qui génèrent des images? Et la deuxième, est-ce que du coup, ce travail-là est réalisé votre travail est réalisé en collaboration avec des linguistes ou pas? Ok, question très intéressante. Donc, par rapport à la génération d'images, nous nous sommes posé la question. Déjà, on a décidé de se concentrer vraiment sur les IA conversationnelles parce que c'est un peu ce qui est le plus utilisé probablement à cette heure-là. Et de plus, pour tout ce qui est images, nous voyons beaucoup moins d'applications vraiment pratiques, à part des tests par-ci par-là, ou peut-être quelques cas d'usage professionnel, mais beaucoup moins que le texte. Et donc, on a décidé de prioriser les IA conversationnelles, mais peut-être un jour, si
vraiment les modèles d'IA qui génèrent des images deviennent extrêmement importants et beaucoup utilisés dans des contextes professionnels, personnels, etc. Peut-être que ça vaudrait le coup de faire une arène d'IA pour les images. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Il y a aussi des enjeux de billets pour ce genre de génération-là. Donc, pourquoi pas à terme. Pour l'instant, pas notre priorité, pour le dire en toute transparence, même s'il y a d'autres outils, par exemple la Marina, ou j'ai entendu, je crois, Vita Science, qui faisait qui se faisait ce genre de comparaison. Pour répondre à la deuxième question, excusez-moi, je l'ai oublié, c'était... Pas de souci, oui, j'aurais dû les faire en deux, ça aurait été plus simple. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec des linguistes? Alors, on essaye, on continue d'inclure le monde de la recherche dans tout ce qu'on fait avec Comparia. Donc, pour étudier les jeux de données, pour aussi, par exemple, faire des analyses sur le ton dans lequel les gens s'adressent au modèle d'IA, etc., pour essayer de trouver les différents biais, analyser les données à l'échelle aussi. Donc, on essaye proactivement de contacter le monde de la recherche et de travailler avec eux. On sait qu'il y a quelques initiatives qui sont en cours, dont par exemple celle de Bunka sur l'analyse, le grand nuage de mots pour analyser les thématiques évoquées dans les conversations. Mais on commence à réfléchir de plus en plus à se tourner vers des publics professionnels ou de recherche pour aussi une partie de nos jeux de données, parce qu'on sait que, par exemple, un jeu de données sur la médecine pourrait être extrêmement intéressant, et un classement spécifiquement pour la médecine ou les technologies ou le code pourrait être extrêmement intéressant, mais pour ça on a besoin de qualifier les évaluateurs, pour ça on a besoin d'avoir un public qui est compétent sur le sujet, et donc voilà, pour distinguer ces jeux de données. Donc ça, c'est des réflexions en cours. Mais les linguistes travaillent d'ores et déjà avec les jeux de données pour les analyser, les interpréter. Et on les a beaucoup surtout interrogés au moment de l'investigation, donc au moment de la conception du projet, pour définir ce dont ils ont besoin pour leurs recherches, leurs études. Et c'est aussi comme ça que Comparia est né sous sa forme actuelle. Super clair. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, j'ai un vous y croyez vraiment, mais je ne sais pas de quoi le Conum 34 parle. Donc, si jamais vous voulez parler, n'hésitez pas. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions, mais si vous en avez d'autres. Je vois une question extrêmement intéressante sur est-ce que c'est prévu de demander des stages pour pousser l'analyse plus loin. Complètement. Les sociologues, c'est un public pour nous qui est super intéressant, et on veut leur fournir des informations intéressantes pour qu'ils puissent faire des études sur les usages de l'IA en France, mais aussi à l'échelle européenne. Donc, nous avons prévu d'intégrer des demandes de données sociodémographiques au moment du chat. Peut-être pas pour tous les utilisateurs, probablement facultatif, mais donc actuellement on essaie de travailler avec ces chercheurs-là pour définir les bonnes questions à poser, pour qu'il n'y ait pas de biais créés à ce moment-là, et aussi pour ne pas décourager les utilisateurs à utiliser la plateforme, parce que voilà, on valorise beaucoup le fait que Comparia est un outil qu'on peut utiliser sans création de compte de manière anonyme, donc on voudrait le faire de la manière la plus safe possible, tout en gardant bien sûr un intérêt pour comment on peut réutiliser les données ensuite dans des contextes de recherche sociologique. Donc, question très pertinente, et vraiment, on est en train de travailler dessus activement en ce moment même. Et l'internationalisation aide pas mal, parce que dans d'autres pays comme le Danemark notamment, on travaille beaucoup avec des instituts de recherche pour améliorer encore plus notre méthodologie et produire des données de qualité. Intéressant, merci beaucoup. Voilà. D'autres questions dans la salle? C'est le moment.
J'en avais pas relevé d'autres dans le chat. Et, Vous avez parlé des votes. complètement. Tu avais répondu un peu au fur et à mesure. Si vous avez d'autres questions, vraiment, n'hésitez pas aussi à nous contacter via mail. Donc, je laisse notre adresse mail dans le chat. J'avais envoyé, je crois, le lien pour s'inscrire, pour devenir facilitateur des duels de l'IA. Le 8 octobre, on organise aussi du coup une petite introduction plus vraiment centrée sur le format de médiation qu'on n'a pas pu réaliser aujourd'hui à cause des petits problèmes techniques, mais on s'assurera que le 8 octobre, ça devrait être voilà, tout bon et qu'on pourra le tester. Et d'ailleurs, c'est beaucoup testé, même à l'échelle. La semaine dernière, par exemple, on avait une utilisation en université par 800 personnes en même temps. Donc, généralement, ça tient bien la charge. C'est juste qu'en ce moment, on est en train de faire des montées de versions. Et donc, voilà, désolé, c'était pas le meilleur moment. Et il y a une nouvelle question, deux nouvelles questions. Est-ce que j'y crois vraiment par rapport au fait qu'on dépense une quantité folle de ressources énergétiques afin de prendre conscience de l'impact environnemental pour au final dépenser moins de ressources? En pratique, c'est ce qu'on voit. Donc, j'y crois. Mais après, vous avez complètement raison de potentiellement remettre ça en question avec vos propres expériences, etc. Mais quand on rencontre les personnes, quand on fait ce genre d'atelier, quand on compare de modèles d'IA et que pour la première fois, les personnes elles voient l'impact environnemental réel des IA génératives, sachant qu'il y a quand même beaucoup de personnes dans le monde qui commencent à utiliser l'IA générative tous les jours, ça peut avoir un impact assez colossal. Ça peut faire les gens se tourner vers des modèles plus frugaux, plus petits, qui consomment beaucoup, beaucoup moins. Donc, ça peut être 10 fois moins, ça peut être 20 fois moins, ou même au-delà de ça. Et donc, notre message qu'on essaye de passer, de ne pas utiliser les plus grands modèles de raisonnement pour dire est-ce qu'il fera beau demain, demander est-ce qu'il fera beau demain. On espère que ce message passe mieux quand on met tout en perspective. Et donc, c'est un peu ce qu'on voit en pratique. Et je vois une autre question. Comment va évoluer le site? Donc, par rapport à l'évolution du site, on a la partie internationalisation. Donc là-dessus, pas de grande évolution. On aura juste les petits drapeaux en haut à droite de la page qui permettront de sélectionner la langue dans laquelle on voudrait avoir la plateforme. Donc voilà, juste ici. Là, on l'a déjà traduit en anglais pour que nos partenaires internationaux puissent le traduire en lituanien, en danois, en suédois, notamment, et peut-être à bientôt en estonien aussi. Et donc, on a cette partie-là. On aura bientôt aussi de nouveaux modèles. Donc, on prévoit de rajouter GPT-5 très bientôt. On prévoit aussi d'ajouter quelques modèles un peu niche, un peu intéressants qui sont sortis en fin d'été, notamment par exemple Mistral Medium, qui est un modèle qui performe très bien, de Mistral AI, notamment sur des tests un peu de préférence utilisateur. Son style s'est beaucoup amélioré récemment. Et puis, on a vraiment le grand chantier qui est le classement. Donc, le classement qui permettra de comparer les différents modèles, les résultats des votes. Et donc, ça, on espère que ça va être une ressource extrêmement utile. Je vais vous montrer une petite ressource sur laquelle je travaille un peu en ce moment. Mais ça aussi, on va le publier un peu en même temps que le classement. Donc, on a souvent les questions de quel modèle d'IA conversationnel choisir. On essaie de développer ensemble avec ce classement, les descriptions de modèles et aussi avec l'outil Comparia, un moyen de pouvoir recommander un modèle d'IA conversationnel, ou au moins mettre la personne sur la bonne piste pour trouver ce modèle d'IA qui pourrait les intéresser. Donc voilà un peu les chantiers sur lesquels on travaille. Franchement, assez passionnant. On espère de tout pouvoir lancer voilà, octobre, novembre. Et si vous vous inscrivez pour les duels de l'IA ou pour notre newsletter, on vous tiendra informé de toutes ces nouveautés-là. On ne spamme pas du tout, on envoie un mail par trimestre généralement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour être au courant de tous les nouveaux modèles qui sortent, parce que c'est un grand travail de suivre toutes les nouveautés qui apparaissent. Et je pense qu'individuellement, c'est quasiment impossible. Donc voilà une ressource pour que ça devienne un peu plus facile pour tout le monde. Il y avait une question par rapport aux données personnelles aussi. Donc, quand on publie nos données, juste avant, on les anonymise
Et encore plus, en fait, on ne les anonymise pas. À chaque endroit où on suspecte qu'il pourrait y avoir des données personnelles, on l'enlève complètement du jeu de données. Donc, toutes les données personnelles ou tous les risques potentiels de données personnelles que nous retrouvons, que nous voyons, on les élimine directement pour qu'il n'y ait pas de numéro de téléphone ou de dossiers je sais pas, médicaux qui se retrouvent dans le jeu de données final. Les gens ils en mettent des données personnelles. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose de très important pour nous, pour s'assurer que, voilà, une fois que c'est publié pour toujours. Donc on ne voudrait pas prendre ce risque-là. Mais effectivement, on retrouve cette question très souvent et vous avez complètement raison de la poser. Autre question par rapport à la réduction d'impact environnemental par le déport du traitement sur le smartphone. Super intéressant. C'est un peu le sujet pour peut-être mettre un peu en contexte sur est-ce que c'est plus frugal, j'ai l'impression, de faire tourner, faire fonctionner son modèle d'IA en local sur un ordinateur ou un smartphone. Est-ce que c'est bien ça la question? Je crois que c'est ça, mais bon. Du coup, c'est un sujet assez intéressant parce que les centres de données sont quand même très optimisés pour utiliser toute l'infrastructure qu'ils ont au mieux, un peu. Parce que sinon, ça représente des coûts absolument énormes pour les entreprises qui déploient ces modèles. Donc, il y a beaucoup d'optimisation qui est mise en place. Et donc, généralement, si on compare deux modèles l'un avec l'autre, un modèle dans un data center, même s'il est éloigné, et un modèle qui tourne en local sur notre ordinateur, la plupart du temps, pour une taille équivalente, ça va être un peu plus efficace en centre de données, surtout s'il y a une charge suffisante et s'il est bien optimisé. Par contre, dans les jeux de données, dans les grands services qu'on utilise, style ChatGPT, les services d'Anthropic, etc., on tend à nous proposer seulement des très très grands modèles. Donc du GPT-5, on ne connaît pas exactement sa taille, mais on estime que c'est minimum 300-400 milliards de paramètres. Du Claude Sonnet ou du Gemini, qui sont probablement aussi dans ces tailles-là. Ces tailles de modèles-là, on ne pourrait pas les imaginer faire fonctionner sur un ordinateur portable ou sur un smartphone. Et donc, quand on utilise un smartphone ou un ordinateur portable, on utilise toujours des modèles plus réduits, aussi optimisés, ce qu'on appelle la quantisation, pour que juste on puisse le faire fonctionner temporairement pour notre cas d'usage. Et donc, potentiellement, avec l'utilisation de ces petits modèles-là, ça peut être très compétitif ou même plus frugal que l'usage de grands modèles de langage dans des data centers. Et en plus, faire tourner un modèle d'IA sur l'ordinateur, c'est quelque chose qui permet de se rendre compte de la puissance nécessaire pour le faire. Et donc, c'est aussi un apprentissage absolument génial à faire si vous avez la possibilité. Vous voyez votre ordinateur passer presque à l'ébullition en essayant de faire tourner un modèle de langage et vous ne pouvez plus rien utiliser d'autre à part si vous avez un ordinateur très puissant. Et donc, ça, c'est même passionnant comme expérience et ça permet de se rendre compte que ça consomme de la vraie électricité, ça consomme de la vraie énergie et la charge que ça représente que ce soit sur notre ordinateur ou à distance sur les data centers qui sont beaucoup moins visibles. Voilà, donc réponse pas très directe, mais j'espère pouvoir donner quelques éléments de réponse là-dessus. Alors, plein de questions. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps, donc du coup, on va essayer de voir pour les supports, pour les ateliers sur par quoi commencer avec les usagers et les apprenants. Ça dépend vraiment de l'objectif de votre atelier. Je pense que les duels de l'IA peuvent être un chouette moyen de démarrer justement la sensibilisation à l'IA. Sinon, les cafés IA marchent bien et l'un peut être imbriqué dans l'autre. Donc, du coup, n'hésitez pas, il y a plein de ressources sur les bases et sur Mattermost. Il y avait une question sur, selon vous, quelle est l'IA qui consomme le moins? Super intéressant. Alors, j'ai un petit tricot. Côté. Ok, je ne sais plus où. Alors, il y a des très petits modèles qui consomment relativement peu. Donc, si on regarde un modèle d'IA, qui est généralement, s'il est semi-ouvert, on verra à côté de son intitulé 1B, 2B, 3B, 400B, qui sont les milliards de paramètres.
plus ce nombre de paramètres est faible, généralement, je dis généralement, mais ce n'est pas toujours vrai, le modèle sera plus efficace et donc consommera moins. Donc les modèles qui sont 1B, 2B jusqu'à 4B, c'est vraiment les plus petits qui restent utilisables pour la plupart des cas. Donc par exemple, on a GEMA 3 4B, qui est un modèle qui a un style qui est très bien développé, d'ailleurs potentiellement entraîné sur les données en partie de Comparia pour s'aligner avec les préférences des Français. Et donc, un petit modèle qui fonctionne bien pour la plupart des tâches. Voilà, GEMA 3 4B. Mais il y en a plein d'autres éditeurs. On a Qwen, on a les modèles de Mistral, et puis on a plein de sujets par rapport à l'architecture. Donc, même si il y a plus de milliards de paramètres, il y a certains modèles qui peuvent être un peu plus efficaces avec l'utilisation et l'activation de ces paramètres-là. Et donc là, il faut voir un peu au cas par cas. Ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller sur Comparia, sélectionner le mode frugal, essayer de tester plusieurs modèles. Le mode frugal vous sélectionnera que des petits modèles, et donc ça vous permettra de définir un peu celui qui vous convient le plus. Mais en vrai, même en ayant utilisé Comparia pendant plus d'1 an désormais, je vois très difficilement la différence entre un très petit modèle et un très grand modèle, la plupart du temps, sauf si c'est des questions très pointues sur du code, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à faire cette expérimentation, n'hésitez pas à regarder. Et puis une fois qu'on aura sorti le classement, la réponse sera beaucoup plus évidente et plus définitive. Là, pour l'instant, je ne me permettrai pas de prescrire un seul modèle. Trop bien, merci beaucoup Simon. Et Lionel dit dans le chat que celle qui utilise le moins est bien sûr celle qu'on n'utilise pas. Exact. Il reste 2 dernières questions qu'on va prendre. Est-ce que vous avez une collaboration avec l'INRIA? Et la deuxième, est-il prévu que Comparia crée une IA plus performante et moins consommatrice d'énergie grâce à tous les retours que vous récupérez? Super intéressant. Donc, par rapport à l'INRIA, on est en échange avec plusieurs chercheurs et plusieurs directeurs de programme à l'INRIA. Donc, par exemple, pour concevoir les duels de l'IA, on a eu quelques retours de personnes à l'INRIA sur la méthodologie, sur la conception aussi de la méthodologie pédagogique. Et donc, on échange beaucoup avec l'INRIA et on s'inspire aussi beaucoup des contenus qu'ils créent. Deuxième question qui était par rapport à un modèle Comparia. Ça, pour l'instant, c'est pas une piste qu'on explore. On publie les données, on encourage les labos d'IA à les réutiliser pour améliorer leur modèle d'IA en français. Et on pense qu'il y en a une grande partie qui le font. Donc voilà, notre mission pour l'instant s'arrête là. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, on va développer un modèle Comparia, même si voilà, on essaie pour l'instant d'encourager les acteurs qui savent très bien le faire, de juste réutiliser nos données et donc réutiliser nos apprentissages pour leur modèle déjà existant. Trop bien. Eh bien, merci beaucoup. C'était une belle question pour terminer. En effet, dommage que la démo n'ait pas fonctionné, mais ça vous donne aussi l'opportunité d'aller vérifier, tester aussi par vous-même l'outil et peut-être de participer aussi à la visio, je crois que tu fais, Simon, le 8 octobre, Ouais, c'est d'après ça. ce que tu disais. Exact. Donc, du coup, n'hésitez pas à y participer. Ça va être le fin de ce webinaire, il est 15 heures. Merci à tous d'avoir participé. Un immense merci Simon pour toutes ces ressources et tous ces réponses hyper enrichissantes. Et on reste bien évidemment en contact si vous avez besoin de quoi que ce soit. Très bonne fin de journée et on se voit en effet au NEC Île-de-France pour ceux qui peuvent et au Numérique en commun aussi à Strasbourg pour ceux qui seront là. On y sera aussi avec l'équipe Merci à Comparia. tous. Donc à bientôt. Ah bah, trop bien. Trop génial. Et ben, merci beaucoup, Simon, et à bientôt. À bientôt. Au revoir à tous.
Il y a des personnes qui restent.